professeur Mohamedou Nissid Sarr, enseignant-chercheur au département d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop, où j'ai été formé en tant qu'historien. À la suite de ma formation d'historien, je suis allé me former en Allemagne, à l'Université de Hambourg, où j'ai soutenu ma thèse en 2001. Et après avoir soutenu ma thèse, je suis allé travailler à l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun, où j'ai formé effectivement les Camerounais dans le domaine de l'égyptologie. Et en 2012, j'ai été recruté au département d'histoire, où je suis en train de travailler de 2012 à maintenant. J'ai effectivement travaillé dans la problématique de l'Égypte et de l'Égypte ancienne, des rapports entre l'Égypte ancienne et l'Afrique noire moderne dans le sillage de Cheikh Anta Diop. Et ma thèse a été publiée, et à la suite de ça, j'ai publié une trentaine d'articles dans cette thématique. Et ces articles sont visibles, effectivement, certains sont visibles ici à Dakar. Ils ont été numérisés. L'égyptologie, étymologiquement, signifie la science qui enseigne l'histoire de l'Égypte ancienne. Et du point de vue historiographique, il est important de noter que nous avons 3 temps pour définir en fait notre discipline. Il y a l'égyptologie classique, l'égyptologie moderne et l'égyptologie scientifique. L'égyptologie classique, ce sont les descriptions qui ont été faites par des auteurs classiques grecs et latins sur l'histoire de l'Égypte. Je vous donne l'exemple d'Hérodote, par exemple, dans son livre 2, qui parle effectivement de l'Égypte. Mais aussi Diodore de Sicile dans son livre 3. L'égyptologie moderne, ce sont les descriptions des auteurs modernes qui ont visité l'Égypte, les auteurs de l'expédition par exemple, et qui ont fait des descriptions sur les monuments de l'Égypte. Et tout le monde sait que c'est à la suite de cette expédition qu'on a découvert la pierre de Rosette. Ensuite, qu'on a déchiffré les textes trouvés sur la pierre de Rosette. Et c'est ce déchiffrement qui a été à l'origine de la naissance de l'égyptologie scientifique en 1822. Donc, à partir de 1822, il est possible de combiner les sources à la fois classiques, modernes et égyptologiques pour écrire l'histoire de l'Égypte. Donc voilà, du point de vue de la définition de notre discipline, qui est une discipline transversale dans le sens où on enseigne tous les compartiments des sciences humaines. L'archéologie, les migrations, les rites, la royauté, le matriarcat, etc., etc. Donc, c'est une discipline transversale. Les mathématiques, la médecine, tout ça, ça fait partie de nos disciplines. Maintenant, pour en revenir aux travaux de Diop, il ne faut pas oublier que Diop est parti de Dakar, du Sénégal, avec un bac scientifique et un bac littéraire. Donc, une fois, effectivement, en Europe, il a été bouleversé par les travaux sur l'histoire africaine. Des travaux. Ensuite, de sa propre expérience, il a fréquenté effectivement des égyptologues et selon surtout certains, il a été formé dans une discipline. Dans tous les cas, il dit les sources de l'égyptologie, donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas égyptologue. Mais il s'est rendu compte effectivement que l'histoire de l'Afrique a été très mal écrite par les Européens. Et à partir de ce moment, il se donne comme objectif effectivement de se former et de réécrire cette histoire avec des sources fiables qui permettent de lire objectivement l'évolution des sociétés africaines de la préhistoire aux époques modernes et contemporaines. Donc ces relations avec l'Égypte, ce sont d'abord
des relations avec les livres. Parce que Diop a beaucoup travaillé avec les sources classiques, ce que les Grecs ont rapporté sur l'Égypte, et il le dit très clairement dans Nation nègre et culture, et même dans les autres ouvrages. Et c'est à partir de cette littérature, effectivement, qu'il s'est rendu compte que tout ce qu'on a écrit sur l'histoire africaine est une histoire tronquée, et qu'à partir de ce moment, il est important de se former dans ce domaine pour mieux restituer les faits. C'est ce que Diop a fait pratiquement dans tous ses ouvrages. Je peux citer Nation nègre et culture, je peux citer Antériorité des civilisations nègres, lutte pour vérité historique, je peux citer Civilisation ou barbarie, je peux citer les fondements économiques d'un État fédéral, l'unité culturelle, etc., etc. Donc, dans tous ces travaux, il met l'Afrique au cœur de sa réflexion. Il restitue l'histoire africaine à partir des sources, certes classiques, mais aussi égyptiennes, ce qui permet un peu de lire la trajectoire des sociétés négro-africaines de la préhistoire à nos jours. Donc voilà un peu les thèmes qui sont abordés. Vous pouvez les retrouver dans ces ouvrages. Je disais les thèmes des migrations. Là, il cible la vallée du Nil. Et dans la vallée du Nil, il faut comprendre le Sahara, l'Éthiopie, mais aussi l'Égypte, d'où venons-nous. Donc ça, c'est un thème qu'on retrouve abondamment dans les travaux de Diop. La question des langues, les relations entre l'égyptien ancien et les langues négro-africaines. Il a même consacré un ouvrage intitulé Parenté génétique de l'égyptien ancien et les langues négro-africaines, en l'occurrence le Wolof. Donc, du point de vue linguistique, il a fait des travaux et il montre en fait que contrairement à ce qu'on pense, les langues négro-africaines ont les mêmes, comme les langues arabes, comme les langues européennes, peuvent également être utilisées comme langue de travail, surtout en Afrique. Ça, il le dit et il le démontre en montrant en fait que le Wolof, ou bien comme les autres langues, on peut effectivement user de nos langues pour travailler, pour en faire non seulement des langues de communication, mais aussi des langues de travail. Il a aussi travaillé sur les migrations. J'en parlais tout à l'heure, les migrations qui viennent de la vallée du Nil, de l'Éthiopie, de l'Égypte, mais aussi du Sahara. Notamment les populations sénégambiennes, l'origine des Peuls, il en parle, l'origine des Wolofs, il en parle, l'origine des Sérères, etc. Donc, je vous renvoie effectivement dans Nation nègre et culture, le tome 2, où il est question de l'ethnogénèse des populations ouest-africaines. Il a aussi travaillé sur le matriarcat, en fait. C'est un thème majeur. Et là, il montre la position, le rôle, le statut de la femme dans les sociétés négro-africaines, qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Et que pour Diop, effectivement, la femme est au cœur du pouvoir, tant en Égypte qu'en Libye et dans les sociétés négro-africaines modernes. Les relations avec les peuples, ce qu'on appelle l'ethnogénèse, du point de vue linguistique, les parentés linguistiques entre l'égyptien ancien, la langue Wolof, la langue Pulaar, les Sérères et d'autres langues négro-africaines, notamment ouest-africaines, et même les langues bantou, si on interroge les travaux de Obenga. Ce qu'il appelle l'unité culturelle. En fait, la thèse de l'unité culturelle est abondamment développée dans l'œuvre de Diop. Et dans cette unité culturelle, on retrouve effectivement tous ces aspects que je viens de souligner. L'État fédéral, la question de l'intégration africaine, ça l'a beaucoup. Ça, il a travaillé aussi sur cette question-là. Si vous lisez les fondements économiques d'un État fédéral, là, il développe ce qu'on appelle l'intégration économique, mais aussi l'intégration politique, donc la politique des grands ensembles. Donc, en gros, voilà les thèmes qu'on peut aborder dans les travaux de Diop et qui permettent aujourd'hui de reconnaître qu'il est au cœur de la réflexion, au cœur également de toutes les problématiques qui se posent à l'échelle. Je vous remercie.